Nous allons parler de sorcellerie aujourd'hui dans cet au-delà du miroir et plus particulièrement des procès de sorcellerie avec Jacques Rehrig, historien et enquêteur scrupuleux qui se révèle un témoin sensible des faits dramatiques qu'il découvre sur la terrible chasse aux sorcières conduite dans les provinces de l'Est de la France au XVIe et au XVIIe siècle. Le présent ouvrage est le dernier volet d'un triptyque dont les 2 premiers tomes sont parus en 2007, À mort la sorcière, et en 2011, Holocauste des sorcières d'Alsace. Ce livre, Procès de sorcellerie au XVIe et XVIIe siècle, concerne l'Alsace, la Franche-Comté et la Lorraine. On va accueillir tout de suite Jacques Rehrig. Bonsoir. Jacques Rehrig, R-O-E dans l'eau, H-R-I-G. C'est cela. Ça vient d'où ce nom? D'origine alsacienne, qui signifie un endroit où on trouvait des roseaux, où des roseaux étaient plantés. Rehrig, qui veut dire roseau, et puis l'adjectif là, endroit planté de roseaux. D'accord, donc ça m'étonne pas que vous ayez écrit un livre qui s'appelle Alsace, Franche-Comté, Lorraine, Ben oui. Procès de sorcellerie au XVIe et XVIIe siècle. Racontez-nous un peu comment vous en êtes arrivé à vous occuper de cette sorcellerie. Au moment de prendre ma retraite, la SNCF, là, je ne souhaitais pas vieillir idiot. Et pour ce faire, j'ai voulu me rendre utile en créant une association ayant pour objet de remettre en valeur une vallée des Vosges, une petite vallée des Vosges. Et bon, l'association étant créée, notre première action a été de remettre en état une petite scie hydraulique, c'est-à-dire qui utilise l'eau de la rivière. Et chez nous, cette petite scie porte le nom de Haut-Fer. Donc, ce Haut-Fer, nous l'avons remis en état. Et moi, par curiosité, je souhaitais connaître l'histoire de cette scie hydraulique. C'est ainsi que j'ai appris que ce haut-fer avait été construit sur les ruines d'un moulin. Un moulin vers 1800 et quelques, 1860 et quelques. Hein. Et c'est comme ça que j'ai donc recherché et poursuivi et en poursuivant mes recherches, j'ai encore découvert que du côté de ce moulin, vers 1606, il y a eu un procès de sorcellerie dans lequel toute une famille a été donc jugée et condamnée pour sorcellerie. Et sur les 9 qui composaient donc cette famille, 5 ont été brûlés, et parmi les 4 qui ont échappé donc au bûcher, il y avait deux jeunes enfants, et ces enfants, on les a contraints à assister au brûlement de leurs parents. Vraiment, ce fait tragique m'a quand même troublé, tout ça, et j'ai voulu en savoir davantage, toujours par curiosité historique, quoi. Donc je résume, vous trouvez confronté à toute une famille qui subit les procès... La famille Pivert, dont le nom de cette famille était Pivert, P-I-V-E-R-T. Alors, ce qui est étonnant, là, on va à la fin du livre. Moi, je vous avoue franchement que vous avez fait l'inventaire de toutes ces personnes. Justement, après avoir travaillé ce sujet, je me suis rendu compte que ceux et celles qui avaient été donc condamnés à être brûlés, pour la plupart d'entre eux, c'était des gens qui ont été plutôt des victimes d'un système. Oui, on va en reparler. Donc, je voulais vous dire que moi, j'ai cherché s'il y avait pas, je trouvais pas mon nom quelque part. Je pense que tout le monde fera pareil. Non, mais c'est parce que le nom d'origine, je veux dire, Lorraine, enfin, de l'Est. Oui, Alsace, Franche-Comté et Lorraine. Mais comment vous avez trouvé tous ces noms? Par exemple, je prends un certain Schwartz, la Maria, femme de Christophe Schwartz, tailleur de pierre sûrement, à Molsen dans le Bas-Rhin, brûlé en 1620, après avoir été décapité. Comment vous avez réussi à avoir toutes... J'arrive pas à comprendre. Oui. Alors, il faut savoir, effectivement... Donc, j'ai quand même fouillé dans les archives départementales, hein. Mais si j'avais travaillé directement sur les documents originaux, je peux vous dire que une grande partie de mon existence n'aurait pas suffi, hein, parce que même chaque
faudrait quand même au moins une quinzaine de jours. Alors vous imaginez, là, alors que j'ai dépouillé plusieurs centaines de procès, mais heureusement au XIXe siècle, on a demandé à tous les archivistes départementaux de reprendre les archives, de les remettre dans l'ordre, d'y mettre un peu d'ordre, c'est-à-dire en les classifiant, en leur donnant une cote, et ce qui était intéressant pour moi, en les accompagnant d'une petite notice, d'un résumé, du résumé de l'affaire. Et dans ce résumé, je trouvais déjà le nom, le prénom, la domiciliation des inculpés, ensuite également de temps en temps les qualités des relations, la situation familiale, et enfin la sentence avec la date d'exécution de cette sentence. Donc tout ça dans un document qui porte le nom d'ailleurs, les archives inventaires sommaires des archives départementales d'avant 1790. C'est dans ce document, si vous voulez, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et c'est comme ça que j'ai pu donc récupérer un grand nombre de victimes. Ça s'est pas limité à la France, hein, c'est dans toute l'Europe chrétienne des XVIe et XVIIe siècles. La chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, on peut dire que ça a commencé en 1580 jusqu'en 1650 à peu près. Hein. Disons que effectivement, on parle de grande chasse pour la période du XVIe et XVIIe siècle, mais dans ces deux siècles, en fait, la chasse aux sorcières s'inscrit véritablement, comme vous dites, entre 1580 et 1630. Ça fait en fait une cinquantaine d'années, mais par contre, il y a eu des procès de sorcellerie même avant 1580, même au 15e siècle, il y a eu donc des procès de sorcellerie, mais il ne s'agissait pas à l'époque de procès collectifs, c'était des procès individuels, et pour régler, alors justement on a utilisé la sorcellerie, enfin surtout nos seigneurs et monarques ont utilisé la sorcellerie pour se débarrasser de gens qui pouvaient les gêner. Mm. Donc, dans le procès, la sorcellerie a été un prétexte. Mm. En 357, l'empereur Constance promulgue une loi menaçant de mort les devins et les mages. Hein, donc ça, quand même, ça remontait déjà. Là, effectivement, on parle enfin pour moi, la sorcellerie, j'entends par sorcellerie, la magie diabolique, donc du diable. Alors que lorsqu'on regarde, lorsqu'on lit bien avant, je veux dire par exemple l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, donc bien il y a près de 2000 ans, là on parle, il vaut mieux parler de magie et non pas de sorcellerie. Bien que là, il y a de temps en temps le mot Satan apparaît. Je le répète, pour moi la sorcellerie, c'est la magie du diable. Alors justement, quand est-ce qu'apparaît ce mot sorcellerie ? Le mot sorcellerie lui-même, tel que on l'utilise aujourd'hui, apparaît au XIIe, XIIIe siècle. Qu'il aura donc fallu attendre la fin du Moyen-Âge pour qu'on parle vraiment de sorcellerie. Voilà, exactement. Là, c'est exactement ça. La fin du Moyen-Âge, vers 1500. Là, c'est véritablement la sorcellerie. Donc, ou alors, on peut encore l'appeler, d'ailleurs, on l'appelait la magie noire. C'est-à-dire, il y avait un nom pour parler de cette magie noire, la goétie. La goétie, oui. C'est vraiment le synonyme de magie noire. Parce que, si vous voulez, en dehors de la magie diabolique, donc de la sorcellerie, il y avait également de la magie blanche ou noire. Blanche lorsqu'elle était bienfaisante et noire quand elle était destinée à, se débarrasser d'individus que l'on voulait voir disparaître. Là, on parle donc de magie noire ou goétie. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que ce mot goétie, c'est un mot typique de chez vous? Puisque... Non, c'est le terme sur lequel les historiens ou tous les gens qui sont occupés de magie ou de sorcellerie, plus scientifique magie noire, tout simplement. Mais c'est le synonyme. D'accord. Donc le mot sorcière, par contre, suivant
les contrées prend un autre nom, hein. Vous, dans votre pays... Ah oui, mais là, parce qu'à l'époque, il faut le savoir, à l'époque, chaque région avait son propre parler, son patois. Et alors c'est ainsi qu'en Lorraine, plutôt que de parler de sorcières, on parlait de genoches. Pour les sorciers, c'était des genoux. Genoux, G-E-N-O-T, et au féminin, ça fait genoche. Et par contre, en Alsace, alors là, en Alsace, c'est toujours assez particulier. Là, c'était l'allemand qui était parlé, mais enfin le vieil allemand qui était parlé. Et là, on parlait donc d'Exen. Exen, qui est la traduction de sorcière, hein, traduction germanique de sorcière. Par contre, le masculin, les sorciers, il n'y a pas de terme germanique pour désigner les sorciers alsaciens, par exemple. Ce sont que des femmes. Alors là, qu'il soit le maître du sabbat, ou alors le magicien. C'était traduit sur le mot magicien. D'accord, les 3/4 des coupables, et surtout celles qui ont été brûlées, étaient des femmes, donc ça... Effectivement, enfin, les 3/4, bien que là, j'avais vérifié il n'y a pas longtemps, les femmes qui ont été brûlées, je suis en pour l'ensemble des 3 provinces, c'est-à-dire Alsace, Franche-Comté et Lorraine, le taux de brûlement, enfin de crémation, si je puis exprimer ce terme-là, était de 64%. Hein, donc c'était quand même bien au-dessus de la majorité, hein, plus de la moitié, peut-être pas les 3/4, mais au moins, hein, vous voyez, au minimum 64%. Alors au total, combien de victimes, je veux dire en Europe, parce que ça a touché énormément de pays? En Europe, là, mais enfin, là effectivement, il faut savoir que malheureusement, il y a des études pays par pays, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quand même des historiens qui ont essayé d'établir ce chiffre. Alors, grosso modo, hein, on arrive maintenant, parce que il y a au fur et à mesure que le temps passe, le chiffre des victimes diminue. Il faut dire qu'à l'époque, les écrivains de l'époque n'hésitaient pas à parler de centaines de milliers, pour ne pas dire plus. Mais en fait, grosso modo, maintenant, on s'accorde à reconnaître que le nombre de victimes pour l'ensemble des pays, enfin d'Europe, hein, occidentale, c'est à peu près 100 000. Et sur les 100 000, la moitié... 49 000 exécutions. Mais comment se fait-il que ce chiffre diminue? Grâce aux études sectorielles, on est arrivé à affiner ces chiffres. Pourquoi cette chasse aux sorcières? Quelles en étaient les causes qui ont suscité cette élimination des sorcières? Pourquoi cette chasse aux sorcières? Et en fait, déjà, ça s'explique déjà... Oui, il y a eu une période d'incubation, c'est parce que ce n'est pas venu du jour au lendemain. Et ce qui s'est passé, il y a déjà le contexte général qui s'est dégradé, qui est devenu anxiogène, c'est-à-dire c'est la fin du Moyen-Âge, et là, la fin du Moyen-Âge a connu des crises économiques assez sérieuses, a connu des désordres climatiques, il y a eu des guerres de religion entre autres, et puis également, il y a des peurs ancestrales. Et il y a des épidémies aussi. Les calamités, ce qui est avec les guerres, qu'est-ce qui se passe avec les guerres? Premièrement, c'est des guerres, vous savez, qui sont faites par des mercenaires qui sont sans foi ni loi. Donc lorsqu'ils désertaient ou alors même en pleine action, n'hésitaient pas à violer, à tuer, torturer, enfin bref, voilà. Et en plus, ces gens-là venant d'ailleurs, nous amenaient en même temps les épidémies de peste, de choléra, enfin bref. Voilà, alors déjà, sur le plan général, le contexte était quand même assez critique. Et ensuite, ce qui a pu préciser la chasse aux sorcières, c'est que d'une part, ce que j'appelle ça, je le résume sur... Il y a eu des antagonismes sociaux, c'est-à-dire l'Église, souvenez-vous à l'époque, l'Église qui est présente et toute puissante, on commence déjà à mettre en cause, j'allais dire, son autorité et surtout celle des dogmes. Et puis en plus, on remet en cause également les privilèges des dignitaires de l'Église. Donc déjà du côté de l'Église, il y avait ça.
Ensuite, du côté des autorités civiles, il faut savoir que c'est la période, à cette époque-là, c'est la période des révoltes paysannes, des jacqueries. Donc, et même au niveau des villages, de ce qu'on appelle la communauté villageoise, il y avait également un antagonisme entre ceux qui savaient écrire et lire, et malheureusement, et le reste, qui ne savaient pas lire. Donc, il y avait entre les clercs, comme on dit, hein, l'élite du village, hein, ou même ou de la ville, les clercs et les lettrés, ben, effectivement, il y avait un antagonisme assez fort. Alors tout ça se mélange tout ça, et c'est ainsi que, j'allais dire, la sorcellerie a commencé. Il y eut ainsi la peste suédoise, c'est dans votre livre à la page 41, puis la peste de Hongrie en 1629 qui contamina une grande partie de l'Alsace. Quelques années plus tôt, en 1618, c'était le mal hongrois, autrement dit la syphilis, qui contamina les Alsaciens. Et puis surtout, ce qui s'est passé à cette époque-là, il y avait tellement de faim, de famine, que vous dites que les gens déterraient les cadavres dans les cimetières pour les manger. Devant tous ces gros problèmes qui se passaient à cette époque-là, le diable a eu bon dos et on lui a mis tout sur le dos. Et il y a même eu des justices d'exception, des crimes d'exception. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, comment l'Église a réussi à faire que ce soit des crimes et une justice d'exception? C'est même pas l'Église qui a déclaré le crime de sorcellerie. Lui, au départ, c'était un crime de sorcellerie, mais par la suite, quand même, le crime de sorcellerie est devenu un crime excepté, c'est-à-dire qu'il pouvait s'écarter de toute réglementation. C'était plus qu'un crime de droit commun, c'était plus que cela, c'était donc un crime d'exception. C'était un état d'urgence, ça nous rappelle quelque chose. Oui, c'était... Il n'y a qu'en Angleterre où ils ont un peu été plus cléments, si on peut dire, par rapport à la chasse aux sorcières. Mais là, il faut savoir pourquoi. Hein, là, il faut savoir pourquoi en Angleterre, tout simplement. En Angleterre, si vous voulez, la torture n'était pas légale, hein, ne pouvait pas être utilisée. Les inculpés anglais n'étaient pas soumis à la question. Et de ce fait, quand on n'est pas soumis avec les aveux... Et ils n'étaient pas non plus brûlés. Ils avaient cette grande chance. Ça fait partie aussi de la particularité anglaise. Les inculpés condamnés à mort étaient pendus. Aussi bien les femmes que les hommes. Hein. Dans votre tableau qui est à la page 25, où vous avez fait le bilan de la grande chasse aux sorcières en Europe au XVIe et XVIIe siècle, l'Angleterre, en ce qui concerne les îles britanniques, que ce soit l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse, total des personnes poursuivies 5000, total des exécutions 1850, un taux d'exécution de 37%. C'est pas le pays où il y a eu le moins d'exécutions. Alors, ça a commencé dans quel pays exactement, cette chasse aux sorcières? Non, alors voilà, comment s'est propagée la chasse aux sorcières donc en Europe? Ça a commencé en Italie et en Espagne, c'est-à-dire là où l'Inquisition était bien implantée. Donc, il faut savoir qu'à un moment donné, l'Inquisition qui, elle, était chargée de poursuivre les hérétiques, hein. Et ensuite, les inquisiteurs, ayant, je veux dire, la population des hérétiques diminuant, hein, puisqu'ils étaient pourchassés, et bien ensuite, ils ont été un peu plus loin et ils se sont donc intéressés aux sorciers et aux sorcières. Mais là... Donc ça, la sorcellerie, donc la chasse a commencé dans l'Italie et l'Espagne, hein, la partie ibérique. Ensuite, ça s'est propagé en France et principalement dans les Alpes, hein, dans les montagnes, hein, les Alpes. Là, il y a eu des premiers jugements de sorciers et sorcières. De la France, eh bien, ça a traversé la Manche pour s'installer, donc, pour aller jusqu'en Angleterre. Et de l'Angleterre, c'est revenu du côté du Danemark, enfin les pays nordiques. Hein. Et les derniers pays qui ont été atteints par la chasse aux sorcières, c'est la Pologne et puis ensuite ça a été une partie
de l'Europe centrale. Oui, ça c'est quand même intéressant de se rendre compte que c'était pas uniquement chez nous que ça. Effectivement, je me suis rendu compte que on avait tendance à oublier que la chasse aux sorcières ça a été la chasse internationale, quoi. Oui, ça a été européen. Alors, paradoxalement, c'est au moment où l'Église, après avoir expérimenté la procédure inquisitoriale contre les hérétiques et sur le point de l'étendre contre les sectateurs du diable, qu'elle est contrainte de renoncer à juger les auteurs du crime de sorcellerie. En effet, dans la plupart des États européens, les autorités civiles décident par pure raison politique de prendre la maîtrise de l'épuration sorcellaire et de récuser les tribunaux de l'Inquisition au profit des tribunaux laïques. Ça, c'est pas pour autant qu'ils seront plus gentils, hein. Mais bien entendu, ils sont plus sévères. Les inquisiteurs, les juges, enfin les magistrats laïcs ont été bien plus sévères que les inquisiteurs. Pourquoi ? Les inquisiteurs, effectivement, ce qu'ils recherchaient, c'est de remettre dans le droit chemin, c'est-à-dire de ramener au bercail les brebis égarées, c'est-à-dire ceux qui s'étaient éloignés de Dieu. Donc, effectivement, elle était donc jugée, mais on essayait dans le même temps, enfin, dans le cadre de l'Inquisition, on essayait, en les jugeant, d'essayer d'obtenir leur adhésion ou leur retour à la religion catholique. Il y a eu un tel bourrage de crâne que dans certains cas où des sorcières ont été jugées innocentes, c'est la foule qui les a lapidées à la sortie des tribunaux. Ça paraît assez fou, hein. C'est-à-dire, là, quand la population, le peuple jugeait que les tribunaux étaient trop cléments, c'est pas assez sévère, mais c'était la justice populaire. Deuxième partie de cette émission avec Jacques Rerig, procès de sorcellerie au XVIe et XVIIe siècle, Alsace, Franche-Comté, Lorraine aux éditions Trajectoire. On va un petit peu aller voir ce qui s'est passé du côté du procès de Jeanne d'Arc, puisque vous écrivez dans votre livre, elle a eu la grande joie d'avoir 3 crémations successives. Ça, c'est un Anglais qui avait réclamé qu'elle soit brûlée 3 fois, c'est les cendres, enfin brûlée et rebrûlée. C'est-à-dire, l'expression, c'était d'être sûr que rien ne reste d'elle. Hein, donc, elle n'a pas été brûlée 3 fois. Non, c'est une façon, mais la demande a été telle, ça veut dire brûler, rebrûler. Voilà. Hein. Elle a été brûlée une fois, et puis, les restes, il semble que même après une première crémation, il y a toujours les bourreaux raclés avec leur, raclés les restes et remettez ça dans le foyer pour bien faire disparaître les moindres casses de la brûlée. Donc en définitive, elle a été brûlée au moins 2 fois. Non, on ne sait pas. Non, mais en fait, finalement, là, il faudrait revoir le texte original, voir si ça. C'est une exigence d'une personnalité anglaise. Hein. C'était l'anglais qui demandait à ce qu'elle soit brûlée et rebrûlée. Mais enfin, pour moi, il faut l'entendre brûler et être sûr que plus rien ne reste. Oui, c'est quand même étonnant, alors que les Anglais, justement, ne brûlaient pas leurs sorciers. Donc, oui, mais là, c'était Jeanne d'Arc. Un jugement d'une relapse. C'est-à-dire, vous savez que Jeanne d'Arc, pour ses juges, a été reconnue relapse, c'est-à-dire qu'elle a été retombée dans dans le culte du diable. Mais enfin, ça, c'était pour ce qu'affirmaient les juges. Hein. Puisque, par exemple, elle était dans sa prison, elle a été d'ailleurs victime d'un piège. On avait mis ses affaires qu'elle portait, parce qu'elle était habillée en homme. Et le fait de remettre ses affaires d'homme,
elle a prouvé que un sujet, un motif de relapse, c'est-à-dire... Par contre, ça s'est pas arrêté, cette chasse aux sorcières, juste en Europe. Ça va un peu aller faire flamber un peu du côté de Salem. Vous pouvez nous parler de Salem? Salem, dans la Nouvelle-Angleterre. Voilà. Donc en février 1692 commence la célèbre affaire des sorcières de Salem. Voilà. Non, mais là, si vous voulez, ces procès de sorcellerie ne sont qu'un prolongement de ce qui se passait lorsque on peut appeler ça, c'est des puritains, en fait, c'était des gens qui avaient fui l'Angleterre parce qu'ils étaient plus ou moins persécutés à cause de leur religion qui était assez puritaine. Alors ces puritains finalement se regroupent près de Salem, la Nouvelle-Jérusalem, une bourgade du Massachusetts connue aujourd'hui sous le nom de Danvers. C'est que ces colons puritains n'avaient pas oublié d'emporter leur bagage spirituel, Dieu et le diable et la sorcellerie. Avec, vu sous cet angle, ce territoire est bien un bout de terre d'Europe. En février 1692 commence la célèbre affaire des sorcières de Salem. Une épidémie hystérique atteint principalement des jeunes filles, lesquelles, possédées de Satan, n'hésitent pas à dénoncer bon nombre d'adultes du village. Jusqu'au printemps 1693, plus de 150 d'entre eux sont inculpés, 21 condamnations à mort sont prononcées, dont 20 par pendaison et la dernière par étouffement d'un vieillard de 80 ans qui, sous de larges pierres progressivement empilées par le bourreau, mourra après 3 jours de souffrances atroces. Son crime, avoir tenu tête aux juges en refusant de répondre à leurs questions. Sur les 20 pendus, 15 sont des femmes. Parmi elles, 2 sont enceintes. On attendra qu'elles accouchent pour les accrocher au gibet. C'est vraiment une histoire un peu folle, ces histoires de Salem, hein. Mais, vous voyez, à l'époque... ça rigolait pas. Voilà ce que je veux dire. Ça rigolait pas. Ce qu'il faut remarquer, là, dans cette affaire-là, malheureusement, malheureusement, en Europe, on n'a pas connu les mêmes réactions. C'est que par la suite, là, quelques années plus tard, les gens aussi bien les juges que les gens de Salem ont reconnu que ce procès n'aurait pas dû avoir lieu, c'est-à-dire ont reconnu que donc ces gens-là ont été réhabilités. Voilà, c'est là ce qu'il faut souligner, c'est que c'est le premier cas de réhabilitation. Malheureusement, en Europe, on ne retrouve pas ces mêmes réactions. Et bon, il y avait cet illettrisme qui pesait lourd dans les procès, comme vous le disiez tout à l'heure, entre les clercs et ceux qui savaient pas lire. Donc les illettrés avaient beaucoup de mal à se défendre. Et puis on pouvait pas fuir parce que vous parlez dans votre livre de ce droit de la forfiance, ce droit féodal qui interdit de quitter la seigneurie sans l'accord monnayé de son maître. Donc les gens pouvaient pas fuir finalement. Et en fait, c'est le droit de forfuyance. Forfuyance. Les gens pouvaient, mais premièrement, ils devaient avoir l'accord de leur seigneur, et avec cet accord, le forfuyant devait également devoir à son seigneur une indemnité, puisqu'il quittait la seigneurie. Donc cette indemnité, c'est une sorte de compensation. Oui, j'ai retrouvé le titre du livre qui a permis d'alimenter les flammes du bûcher, c'est le Malus ou Malleus Maleficarum. Malleus Maleficarum. Dont les auteurs sont Henri Institoris et Jacques Sprenger, 2 dominicains, mandatés en 1484 par le pape Innocent VIII comme inquisiteur de la perversion hérétique. Donc ce fameux livre, vous l'avez eu entre les mains, on peut se le procurer ou difficile? Il a été traduit là en français et tout, et là, effectivement, là on peut avoir accès aux traductions modernes. Il y a quelques inquisiteurs qui ont terminé quand même un peu bizarrement. Il y en a qui meurent un peu tragiquement, comme Conrad de Marbourg.
Il y en a quand même qui doivent se venger quelque part. C'est le cas d'institutrices qui meurent dans des conditions mystérieuses. Donc on peut supposer que... Et puis alors, celui dont vous parlez, Conrad, effectivement, c'est l'un des premiers inquisiteurs qui a été chargé de faire, je veux dire, de surveiller la Germanie, une partie de la Germanie de l'époque. Il y a aussi ce procès des Templiers qui ressemble quand même beaucoup à une chasse aux sorcières, hein, les chefs d'accusation, nous retrouvons à peu près les mêmes éléments de la cérémonie. Donc baiser au derrière du fameux Baphomet, reniement de Dieu, pratique homosexuelle et sodomie. Mais bon, c'est quand même un procès qu'on peut penser à un procès de sorcellerie. Oui, mais là, comme je vous l'ai dit au début, là, la sorcellerie a servi de prétexte. Le roi de l'époque, Philippe, je ne sais plus quel numéro malheureusement, était persuadé que les Templiers étaient riches, possédaient un trésor, et pour l'accaparer, le roi de France, de la France de l'époque, n'a pas hésité donc à se débarrasser des Templiers pour mieux les dépouiller. Ah oui, et puis quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la gale, ou je ne sais pas, la peste ou la rage. Donc ça peut vraiment servir. Ça servait aussi, cette hargne en Espagne, je pense, visait particulièrement les conversos, ces nouveaux convertis juifs ou morts, ces chrétiens de façade qui ne cessent de garder en leur cœur la religion de leur père. Donc ça permettait aussi d'écrémer tous ceux qu'on n'aimait pas pour des raisons financières ou pour des raisons autres. Ah mais là, en Espagne, là, c'est particulier, c'est quand même la religion les gens n'observaient pas la religion catholique, ils étaient poursuivis. Hein. Ceux qui n'étaient pas catholiques étaient considérés comme apostats, c'est-à-dire des gens qui avaient abandonné la religion catholique pour une autre religion. Et l'apostat est un crime passible forcément de la peine de mort. Mm. Donc on reste un peu sur l'Espagne avec le fameux Torquemada, donc qui était un inquisiteur, hein, je pense. Oui, c'est ça. Et son nom sera pour les uns synonyme de fanatique, pour les autres d'incorruptible. En tout cas, il y avait encore en 1836 des anti-Torquemada. Sa tombe fut brisée et ses restes dispersés. Plus de traces physiques, mais toujours le renom. Encore aujourd'hui, le mot Torquemada surnomme des personnes réputées intolérantes. Est-ce bien mérité? La sorcellerie dans le seul duché de Lorraine a fait bien plus de victimes que l'hérésie. Là, justement, pour la Lorraine, on parlait de Nicolas Rémy, qui était connu comme Nicolas Rémy, a été surnommé le Torquemada de Lorraine. C'est un gros livre qui fait près de 400 pages, pas tout à fait, avec des sélections biographiques, avec à la fin le nom donc en repère chronologique, ça commence en 1230-1231, avec l'officialisation des tribunaux de l'Inquisition dont les membres sont recrutés parmi les dominicains, ça c'est important, faisant suite à la constitution Excommunicamus, laquelle codifie la répression des hérétiques. Donc c'est les dominicains qui ont un peu pris ça en main au départ. Voilà, exactement. Les dominicains avaient la main haute là sur les procès de sorcellerie. Quand la responsabilité de mener les procès, cette responsabilité a été dévolue aux laïcs. Et il faut savoir que, par exemple, en Franche-Comté, même bien que les tribunaux laïcs avaient la charge donc de poursuivre les sorciers et les sorcières, mais les inquisiteurs pouvaient, au moins dans un premier temps, intervenir dans ces procès dans le cadre de ce qu'on appelle l'information préparatoire, c'est-à-dire dans l'instruction du dossier de sorcellerie, les inquisiteurs avaient encore la possibilité d'intervenir. Okay. Par contre, pour la sentence, pour la condamnation et l'exécution de la sentence, c'est bien le tribunal laïque qui dirigeait. Et qui n'était pas plus clément. Vous avez un gros plan sur quelques procès de sorcellerie, les fiancés du diable, l'ermite dévoreur d'enfants et l'infâme sorcière du Voix de Belmont. L'ermite dévoreur d'enfants, donc ça c'était un homme. Oui, Gilles Garnier. Gilles
dernier, enfin justement, il a été accusé d'avoir été un loup-garou, c'est-à-dire quand on reprend l'existence de ce loup-garou, on s'aperçoit qu'en fait il s'agissait d'un pauvre type, là, et que actuellement, bon, ben, il aurait échappé, il n'aurait pas été accusé de cannibalisme. Mais les enfants avaient bien été dévorés, donc il y avait bien des enfants de dévorer. Mais justement, les enfants ont bien été dévorés, mais il semble qu'ils ont été dévorés par les loups, et cette fois-ci par les vrais loups, et non pas par des loups-garous. D'accord. D'après, quand on lit les membres arrachés, tout ça, ben, il semble que ce soit l'œuvre plutôt d'animaux sauvages, de loups, et non pas de loups-garous. L'infâme sorcière du Void de Belmont. Le Void VOID de Belmont, c'est un lieu. C'est un passage. Un voile signifie passage. Oui, c'est un lieu dit, quoi. Malheureusement, ce qu'il faut souligner là, dans ce procès, c'est que la pauvre a eu les mamelles arrachées. Enfin bref, puisqu'elle a été condamnée déjà comme pour infanticide, et tout infanticide là entraînait une peine très très sévère. Alors dans le cas présent, elle a été tenaillée avec au fer chaud et des mamelles arrachées. C'est ça surtout. Alors que la partie sorcellerie est peu importante. Oui, c'est vraiment de l'acharnement. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Nous continuons donc cette émission avec Jacques Rohring. Procès de sorcellerie au XVIe et XVIIe siècle en Alsace, Franche-Comté et Lorraine. Alors il ne faut pas oublier quand même que vous avez un passage sur le coût des procès et des confiscations des biens. Les procès, c'est l'accusé qui le payait, faut pas l'oublier. Et que s'il était riche, on lui confisquait ses biens. Voilà. Il faut se reporter à la justice de l'époque-là. Il fallait quand même qu'il y avait des dépenses, et il fallait compenser ces dépenses. Les dépenses, c'était les dépenses de monter les gibets, puis la potence. Ensuite, payer les bourreaux, payer le bois, tous les poids. Toute dépense était comptabilisée. Ça, vous voyez, ça n'a pas changé. Toutes les dépenses étaient comptabilisées, et on essayait ensuite de récupérer donc sur les confiscations le coût de ces exécutions. Et la confiscation des biens? Alors, la confiscation des biens était, le montant, il y avait un inventaire des biens au préalable, et puis selon le montant, qui résultait de cet inventaire, on confisquait d'abord les biens de l'exécuté, et quitte à combler par des biens confisqués aux membres de la famille. Vous voyez, là, lorsque c'est exigé, alors il faut savoir, attention, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Bien souvent, lorsque la personne était misérable, était pauvre, il n'y avait pas de confiscation. Donc, on faisait supporter ça par la communauté du village. Eh ben voyons. Dans votre livre, donc, on voit vraiment comment ça se passe. Les interrogatoires avec ou sans contrainte, la préparation avec le recours à la question. Il y a aussi le moment du procès. Vous dites que le jugement proprement dit n'excède en général pas 2 jours. Et puis après, il y a la sentence. Et la sentence, elle est rendue au bout de combien de temps? C'est-à-dire que la personne qui a été accusée... la sentence était rendue dès que le tribunal se réunissait pour juger. La sentence était prononcée le même jour.
Ah, la seule chose que parfois, il y avait, on attendait quelques jours, si entre-temps un appel avait été formulé. Mais s'il y a, par exemple en Lorraine, l'appel, il n'y avait pas d'appel, et bien la sentence prononcée le matin, il y avait condamnation à mort, la personne était brûlée le jour même. Hein, ça. Par contre, alors, ce qu'il faut savoir, là, dans le procès de sorcellerie, effectivement, le jugement proprement dit, c'est assez court. Par contre, il y a avant l'instruction du dossier, du procès. Alors effectivement, ça demande un certain temps, parce qu'il faut quand même procéder à l'établissement des dépositions. Et l'interrogatoire un peu musclé, ça pouvait durer combien de temps? Ah, normalement, alors là, déjà ça se terminait au moment où on obtenait des aveux. Déjà, hein, donc c'est fait pour obtenir des aveux. La torture ne pouvait pas être répétée. Elle avait lieu une fois par jour et ne devait pas accepter une demi-heure à 3 heures, pas plus. Mais 3 heures, c'est énorme. Là, surtout, le procès de sorcellerie était un procès excepté, hein, donc qui pouvait ne pas répondre à toutes les règles d'usage. Hein. Donc l'intérêt de l'accusé, c'était pas de crier qu'il était innocent. Contrairement à ce qui se passe là, on peut dire que au lieu de bénéficier d'une présomption d'innocence, l'inculpé était présumé coupable. Mais encore fallait-il le faire avouer, parce qu'à l'époque, les preuves matérielles n'avaient aucune importance. D'ailleurs, les logis des inculpés étaient rarement visités. Enfin, il n'y avait pas d'expertise comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de perquisition. Ce qui importait, malheureusement, c'était ça ce qui résulte de la procédure inquisitoriale, c'est que l'aveu suffit pour condamner. Mais encore faut-il l'obtenir. Et bien, pour l'obtenir, c'était le recours à la torture. Il devait y avoir de la délation, de la jalousie des voisins. Ça devait être terrible comme époque, vraiment. Alors, ça s'est arrêté pourquoi? Pourquoi on n'en est pas encore là maintenant? Qu'est-ce qui fait que à un moment, ça s'est arrêté? Cette chasse aux sorcières du XVIe et XVIIe, elle s'est arrêtée en moitié du XVIIe siècle. Hein, c'est-à-dire, alors pourquoi elle s'est arrêtée? Parce que là, on s'est rendu compte que bon, déjà, avec le temps, les gens ont pris conscience que... Est-ce que c'est parce que l'Église avait moins de pouvoir, finalement? Non, tout simplement, c'est que, si vous voulez, les juges et magistrats, à force de condamner à mort et tout ça, et bien, qu'est-ce qui se passe lorsque la répression est violente et très, très forte? Eh bien, les gens qui ont réprimé craignent pour leur propre existence ensuite. Déjà, donc ça calme. Quand on est, hein, vous voyez, à un moment, quand la machine s'affole, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'ailleurs, ce qu'on a connu, je veux dire, avec la terreur. Alors là, il y a déjà cet aspect-là. Et entre-temps, il y a un changement dans la mentalité des gens de l'époque, parce que on est passé, si vous voulez, du Moyen-Âge au temps moderne. Et si vous voulez, ce passage d'une époque à une autre, on a toujours remarqué que ça se traduisait par une évolution. Voilà, il y a une évolution. Puis en plus, là, pour la France, il y a un édit du roi Louis XIV de 1784 qui décriminalisait le crime de sorcellerie. C'était il devait être jugé dans le cadre du droit commun. Donc on peut dire qu'il y a eu toute une époque de sorcellerie, on était tous des sorciers, donc on a fini par arrêter, puis sous la terreur, on était tous des terroristes, donc on a fini par arrêter, c'est-à-dire que cette terreur avec ce terrorisme, ça s'est aussi arrêté parce que, comme vous le dites, à un moment, tout le monde était terroriste. Là, les gens ont eu peur, enfin nos juges et magistrats ont pris peur, donc ça puis il y en a d'autres, et puis ensuite, sur le plan de l'évolution de la mentalité, si vous voulez, on croyait de moins en moins, je veux dire, la sorcellerie. On croyait moins à Dieu et à Satan. Donc vous avez écrit ce livre pour rendre hommage. Pourquoi vous avez écrit ce livre, Jacques Rehring?
Vous l'avez écrit parce que c'est pour réhabiliter ces femmes? Oui, c'est ça, de soignant. Oui, je me suis rendu compte au cours de mes recherches, je me suis rendu compte qu'on avait affaire à des pauvres femmes. Il n'y avait pas d'avocat de la défense, donc ça leur était difficile de se défendre seules. Puis ensuite, il y avait quand même aussi, à l'époque, de la misogynie à l'écart des femmes. Alors qu'au Moyen-Âge, la femme avait acquis un certain statut, et bien ce statut a régressé au cours des temps modernes, quoi. Hein. Les tribunaux, les juges, n'impliquent que des hommes. Oui, c'est sûr. Et en plus... Toutes ces preuves qu'on leur demandait de regarder si elles savaient nager, ou si elles étaient plus lourdes que l'eau, ou toutes ces preuves, ça a vraiment existé, ça paraît complètement fou, hein. C'est une suite de ce qu'on appelle des ordalies. Les ordalies, c'était des épreuves, mais c'était dans le cadre, non pas de la justice inquisitoriale, mais accusatoire. Là, c'était un moyen de vérifier si on disait la vérité ou pas, tout simplement. Et donc, on a utilisé ces épreuves-là dans le cadre de la sorcellerie. Alors, on était persuadé que les sorcières étaient plus légères que l'air, devaient donc surnager. Par contre, si elles étaient vraiment innocentes, elles coulaient. Mais vous voyez, dans les deux cas... Dans les deux cas, elle mourait, surtout qu'on lui attachait les pieds. On lui attachait les pieds et les jambes. Ah, les pieds et les jambes. Donc c'était difficile de nager, hein. C'est ça, l'épreuve. Alors voilà pourquoi j'ai voulu, je me suis rendu compte que si j'étais victime, il fallait dénoncer déjà ces procès et ensuite essayer de s'en souvenir. Finalement, les sorcières étaient des boucs émissaires. Ce genre de répression, ça a été renouvelé bien après. Autant, par exemple, aux États-Unis, lors de ce qu'on appelle, vous savez, là, c'était le McCarthyisme, qui a consisté à pourchasser à mettre sur une liste noire. On accusait à l'époque ce qu'on appelle les rouges, les communistes. Ensuite, à la Deuxième Guerre mondiale, vous avez également, malheureusement, le drame de la Shoah. Et encore le drame des femmes à la libération qu'on a tendu comme des moutons quand on voulait se débarrasser de sa voisine parce qu'on était jaloux, c'était facile. Il y a quand même vraiment des choses à comprendre sur la façon dont on peut juger son prochain. C'est un livre qui nous apprend énormément de choses. C'est un immense travail que vous avez fait là. Je vous remercie pour votre témoignage, Jacques Rerig. Procès de sorcellerie au XVIe et XVIIe siècle, publié chez Trajectoire. Ça concerne l'Alsace, la Franche-Comté et la Lorraine. Et si le sujet vous intéresse, vous aviez paru en 2007 À mort la sorcière et en 2011 L'Holocauste des sorcières d'Alsace. Est-ce qu'il y a une phrase que vous voudriez dire pour terminer cette émission? J'aurais pu quand même dire, et on n'en a pas parlé, c'est bien dommage, c'est bon quand j'ai parlé, pour ne pas oublier, c'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'établir la liste nominative de tous ces gens qui ont été poursuivis pour sorcellerie, qui est pour moi le mémorial des victimes de la sorcellerie. On va rendre hommage à Jean Colombin, 12 ans, fils de Moujotte et de Nicolas Colombin de Lettré, relâché en 1624 après détention. Donc lui, ils l'ont pas brûlé. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont été brûlés? Ah oui, ça, malheureusement, là. Sur le plan donc des trois provinces, pour l'ensemble des trois régions, 63 enfants ont été brûlés. Vous voyez, c'est déjà pas mal, hein. Et le plus jeune, vous savez pas son âge? Dans les 5 ans et quelques. Plus les enfants in utero, c'est-à-dire les femmes enceintes, il les laissait des fois accoucher avant, hein. Ah oui, non, enfin la règle c'était celle-là. Alors moi je lis votre phrase de fin, vous faites une dédicace à Eugénie, à Diane et à Ève. Vos petites sorcières bien-aimées. C'est mes petites filles. C'est vos sorcières bien-aimées. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Jacques Rerig. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils,